C'est une rivière 100% côte-dorienne qui chemine sur près de 95 km à travers les plaines et les monts de ce que l'on appelle ici la Suisse bourguignonne. C'est ici, à Lusigny-sur-Ouche, que se trouvent les sources de l'Ouche, car il y en a plusieurs. Elle arrosait il y a bien longtemps ce qu'on appelait le pays d'Aucheret, devenu le pays d'Ouche. Bienvenue dans une nouvelle saison de TV Auxois, votre web d'effet qui fête cette année ses 10 ans d'existence. D'abord sous le nom de Télé Vallée de l'Ouche, puis enfin de TV Auxois. Derrière ces 110 journaux télévisés, derrière ces directs, ces innombrables captations de spectacles, il y a un personnage clé, Gérard Delalot, un homme de télévision, un homme de spectacle. Il y a consacré tout son temps. Il était temps qu'il prenne une retraite bien méritée. Il était dès lors difficile de refermer l'antenne de TV Auxois et c'est pourquoi nous avons décidé de la poursuivre avec des bénévoles, avec des personnes qui donnent leur temps pour pouvoir faire fonctionner votre web TV. Retour aux sources, celle de l'Ouche qui a été un petit peu capricieuse ces derniers temps et pour nous en parler, le maire de Lusigny-sur-Ouche, Éric Béraud, qui nous attend un petit peu plus loin et qui va nous présenter ce lieu emblématique de sa commune. Bonjour Bernard. C'est un peu ton domaine de prédilection. Oui, ici on est donc sur une des sources de l'Ouche. Donc, et ce lieu s'appelle la Fontaine Fermée. Alors, on dit des sources de l'Ouche, pourquoi il y en a plusieurs? Oui, parce qu'en fait, quand on parle de la rivière Ouche, il faut savoir que, bon, évidemment, elle prend sa source sur Lusigny, mais elle est composée de 7 sources, dont celle où nous sommes actuellement, qui s'appelle la Fontaine Fermée. Alors, l'Ouche, on en parlait il n'y a pas si longtemps, parce qu'elle est un petit peu capricieuse comme rivière. Elle a débordé d'ailleurs, ça arrive souvent. Oui, alors là, elle a bien débordé, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a les 7 sources qui se mettent à avoir des débits assez importants, évidemment, la rivière déborde et occasionne quand même quelques dégâts sur les habitations et voire aussi sur la voirie. On a une crue à peu près, on va dire, tous les 10 ans, quoi. Concernant Lusigny, ta commune, c'est un village qui a été construit sur l'Ouche, sur ses vertus. Il faut savoir que au départ, Lusigny n'était pas à l'emplacement actuel. Il faut retourner vers le sud, donc sur les autres sources, et on a les vestiges d'un ancien village avec une chapelle. Et donc il se situe vraiment à proximité des sources. Et je pense qu'à un moment donné, comme la vallée est assez étroite à cet endroit-là, il manquait de place et donc le village est redescendu, enfin, a migré un petit peu sur le nord, où la vallée s'élargit et donc s'est construit la commune de Lusigny. Donc il y avait toute une activité à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui, on en a d'autres d'activités, mais à l'époque, par exemple, on avait des bassins de rouissage, ce qu'on appelle le rouissage, où on faisait tremper le chanvre, parce qu'on travaillait le chanvre, ici et surtout à Bigny-sur-Ouche. On avait des lavandières qui lavaient le linge donc, dans la rivière, et c'était du linge qui venait des hôtels de Beaune. D'ailleurs, à une époque, le sobriquet des gens d'Usigny, on les appelait les cendrés. Parce que comme il avait le linge avec la cendre. Voilà. Merci Eric pour toutes ces précisions sur les sources de l'Ouche et puis sur ta commune, Lusigny. Nous allons maintenant retrouver un petit peu plus loin Garance qui va nous présenter les différents sujets de ce 111e numéro de TV Auxois. Elle a presque 1000 ans et pourtant ses actions continuent de défrayer la chronique. La Vierge à l'Enfant, statue emblématique de l'église de Toisy-le-Désert, volée en 1976, vient d'être retrouvée. Une aventure de longue haleine pour ses maires, François Mimeur puis André Renard, qui ont tout fait pour que ce bien inestimable revienne à la commune. C'est ici que commence l'histoire. Le 8 juillet 1976, notre Vierge à l'Enfant est volée par un inconnu. En 2014, lorsque j'ai été élu maire, et que François Mimeur, le maire sortant, m'a confié les clés et je lui dis « Qu'est-ce que je peux faire que vous n'auriez pas fait pendant votre mandat ?» Et il m'a dit « Retrouvez la Vierge ». À partir de là, l'histoire commence.
En 2016, nous recevons un coup de téléphone d'une personne qui est restauratrice en art et qui me dit « Monsieur le maire, nous avons retrouvé la Vierge de Toisy-le-Désert qui se trouve sur le catalogue de Sotheby à Londres ». Je téléphone immédiatement au ministère de la Culture qui dépêche Interpol pour bloquer la vente. Et là s'ensuit 7 ans d'audience, de tribunal, etc. En fait, nous avons retrouvé le propriétaire, qui est un Allemand, M. Peters, à Munich, qui possède cette Vierge et qui refuse évidemment de la restituer puisqu'il voulait la vendre. Elle était mise à prix à 65 000 €. Jusqu'au jour où notre avocat, Maître Kugler, me téléphone en me disant « Monsieur le maire, ce serait bien que vous veniez à Munich sur cette audience du 15 mai ». J'y suis allé. Donc il y a eu des négociations âpres et à un moment donné, la présidente du tribunal a fixé son prix, c'est-à-dire a demandé, évidemment, puisque je ne souhaitais pas racheter une œuvre qui nous appartenait, a fixé son prix et nous sommes tombés d'accord. Donc la Vierge est partie de Londres, elle est revenue au musée de Semur-en-Auxois, qui, cette Vierge, est partie en restauration. Et là, Arnaud Alexandre, le directeur de la DRAC à Dijon, m'appelle en disant « Monsieur le maire, est-ce que vous voulez participer au concours du plus grand musée de France en partenariat avec Allianz, l'assureur, qui est un mécène et qui fait un don de 8 000 € pour le grand gagnant. » Donc nous sommes retenus en finale. Nous avons besoin évidemment de ces 8 000 € en jeu pour la restaurer, pour la protéger, parce que quand elle viendra à Toisy, il faudra un meuble sécurisé. Voilà, je compte sur vous. Elle a 1000 ans, elle a besoin de vous. Le 10 février dernier, parents et élèves d'Arconçay ont redécouvert une nouvelle école totalement rénovée. De nombreuses autorités étaient présentes à l'inauguration, l'État ayant été le partenaire majeur de la commune pour ces travaux. C'est un événement plutôt rare sur notre territoire qui a animé le village d'Arconçay à la veille des vacances de février. En effet, population, élus, membres du CIVOS et représentants de l'État ont participé à l'inauguration de la rénovation et de l'extension de l'école. Après la traditionnelle cérémonie du ruban et la visite des locaux, Madame le maire a exprimé sa fierté de vivre cet événement. Inaugurer aujourd'hui l'extension de l'école d'Arconçay est une véritable fierté pour l'équipe municipale. C'est un acte important qui témoigne de la vitalité de notre commune. Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de nos enfants. Ils sont le renouveau, la pérennité et la continuité. Leur réussite est donc un enjeu majeur pour la collectivité. En tant que maire, au-delà de l'honneur qui me revient, je le vis comme un privilège. Nous œuvrons pour recevoir les élèves dans les meilleures conditions possibles et voulons être attractifs pour maintenir nos écoles ouvertes. Cette volonté de conserver dans nos villages les écoles ouvertes a bien évidemment un coût. En l'occurrence, ce projet s'est élevé à 324 000 €. Mais là est le prix à payer pour éviter la césure ville-campagne. Je sais que vous êtes capables, vous les enseignants, de prendre les enfants par la main et de continuer cette grande tradition et on compte vraiment sur vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses pour gagner en cohésion sociale qui se jouent dans cette classe tous les jours. La municipalité d'Arconçay a bien compris le rôle éminent de l'école, comme l'a précisé Madame le maire, qui a délibérément opté pour l'avenir. L'école est une institution fondamentale de la République, celle qui lui donne son sens et sa grandeur. C'est la victoire de l'accès au savoir pour tous, de l'égalité des chances, l'élément incontournable de la démocratie et de la citoyenneté. Sans cela, il n'y a pas de société de progrès, de société solidaire, de société responsable, de société fraternelle. Avec cette extension, l'école d'Arconçay va de l'avant. Voilà, je vous remercie. Ce début d'année a été marqué par une forte mobilisation dans le monde paysan. Partout en France, les agriculteurs ont manifesté avec parfois des actions spectaculaires, comme à Pouilly-en-Auxois où ils ont réalisé un SOS géant avec des centaines de tracteurs. Les images de drones filmées par TV Auxois ont été reprises par les médias nationaux. Si la contestation est retombée, la pression n'en demeure pas moins constante. Un éleveur agriculteur s'exprime à ce sujet au micro de TV Auxois. Ils sont venus de toute la Côte d'Or. Des centaines de tracteurs ont afflué de l'ensemble du département ce jeudi 24 janvier 2024 pour se retrouver près de l'aérodrome de Pouilly-Maconges à l'appel syndical des jeunes agriculteurs et de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Point d'orgue de cette soirée, un immense SOS
formés par des dizaines d'engins agricoles. Il y en a marre parce que économiquement, beaucoup d'exploitations se retrouvent dans des situations très compliquées. Et les questions de revenus, de compétitivité, ça fait des années qu'on alerte sur le sujet et qu'on n'a pas de solution. Il y a une loi, la loi Egalim, qui a été promulguée il y a plus de 5 ans. Et aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. C'était une loi qui était censée construire le prix en marche en avant pour garantir une marche correcte aux producteurs en tenant compte de ces coûts de production. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et qu'on nous laisse un peu souffler aussi en matière de contraintes administratives, de normes, etc. Et voilà, c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui la cocotte est pleine et voilà, ça a deux doigts d'exploser. On a parlé du Premier ministre qui doit faire des annonces demain. Alors je regarde voilà, nos représentants de l'État, nos parlementaires. Il faudra des annonces fortes demain parce que je le dis, on est déterminés. Et s'il n'y a pas des actes forts demain d'annoncer, la mobilisation elle continuera et elle risque de continuer plusieurs jours, plusieurs semaines s'il le faut. Il nous faut aujourd'hui un cap clair, visible sur du long terme pour l'agriculture. Débutait alors une mobilisation nationale sans précédent avec la convergence vers Paris d'exploitants venus de toute la France et le blocage des autoroutes, notamment l'A6 en Côte d'Or, durant plusieurs jours. Des images insolites qui n'étaient pas sans rappeler l'état d'urgence sanitaire de la fin d'année 2020. Le feu couvrait déjà depuis longtemps. Dans le département, une action symbolique a été initiée par les mêmes syndicats dès le mois de décembre en retournant 450 panneaux de communes. Un seul slogan, on marche sur la tête. L'agriculture, maillon essentiel de notre alimentation, est en crise depuis déjà de nombreuses années en France. Le secteur ne fait plus rêver et le nombre d'exploitations ne cesse de diminuer. Si la France métropolitaine en compte près de 390 000 depuis les années 2020, c'est 100 000 exploitations de moins que lors de la décennie précédente. La communauté de communes Pouilly-Bligny abrite, selon le dernier recensement, 289 exploitations. La filière bio compte 30 exploitations, soit 17% des grandes cultures. Nous nous sommes rendus à Blancé, situé au nord de la communauté de communes de Pouilly-Bligny, dans la ferme de Nicolas et Karen. Le village abrite plusieurs exploitations agricoles, de l'élevage de bovins et de chèvres. Le lait produit par la ferme Mauget est essentiellement réservé à la filière du fromage des Poisses. Je m'appelle Nicolas Mauget, j'ai 32 ans. Je suis installé sur la ferme depuis 2012. C'est une exploitation familiale. Mon père vient de partir en retraite. C'est ma compagne Karen qui vient de remplacer mon père. Un salarié à mi-temps. C'est une exploitation de polyculture élevage avec l'activité principale de l'élevage lait pour l'AOC et Poisses. Quelques charolaises à côté, une trentaine. Et donc des céréales qui passent en autoconsommation une partie et l'autre partie qui est vendue en négoce et aux coopératives. L'exploitation fait 250 hectares environ, avec du pâturage et de la céréale, et également du maïs en silage pour les vaches. 55 heures de travail par semaine contre 37 en moyenne pour les autres secteurs professionnels. Week-ends sans repos, vacances au compte-gouttes, les agriculteurs partagent leur quotidien entre travaux des champs, élevage, entretien des équipements agricoles et par une gestion administrative de plus en plus accaparante. Les journées sur l'exploitation démarrent le matin autour de 6h30, 7h. On démarre par la traite, le soin des animaux, suivant les saisons, les travaux dans les champs et l'entretien des prairies. Et ça se termine par la traite également. En général, on éteint les lumières à 19h, 19h30. Quelquefois, il y a des imprévus, des accouchements où on doit revenir le soir ou la nuit. Et on prend 5 jours de vacances en août. On part en famille, chacun notre tour, mes parents et ensuite moi et ma compagne. Notre lait sert exclusivement à la fromagerie Berthaud, à la fabrication de lait Poisses et du sous-maintrin. Le sous-maintrin est un IGP, les Poisses c'est un AOP. Forcément, c'est des appellations qui riment avec contraintes. On a un cahier des charges essentiellement sur l'alimentation de nos vaches. Dans son rapport du 6 juin 2023, l'Observatoire des marchés du lait de la Commission européenne estimait à environ 480 € les 1000 litres, le prix moyen du lait cru payé aux producteurs, contre 494 € l'année précédente. Si le lait vendu aux fromagers d'excellence
bénéficient d'un prix d'achat supérieur à la moyenne, il n'en reste pas moins que les contraintes liées aux appellations sont également importantes. On a des dates de pâturage obligatoires, une méthode de conservation des fourrages aussi assez typique pour les poisses et un choix des races bovines imposé aussi par le cahier des charges époisses. Pour Jean-Yves Carène, le soutien apporté au mouvement du monde paysan est total, même si à leur niveau, il était difficile de quitter leur ferme pour se joindre au cortège. La hausse des salaires, la compensation pour le GNR et l'allègement des normes constituent leurs principales revendications. Le gouvernement a déjà pris des mesures d'importance, limitation de la hausse de la fiscalité dans un contexte inflationniste, appel à l'Europe pour l'allègement des contraintes imposées par les normes. Mais le combat est loin d'être terminé. À Blancey, comme ailleurs, en France métropolitaine et dans les Outre-mer, les paysans imaginent déjà un monde meilleur où leur travail sera explicitement reconnu, tant par sa valeur que par l'attachement qu'ils portent à leur profession. Plus qu'un métier, c'est un sacerdoce qu'ils espèrent transmettre aux générations futures. Marie-Guide Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, a rendu visite à la communauté de communes Pouilly-Bligny. Au programme, présentation d'un projet d'une centrale photovoltaïque, visite du laboratoire Lab2Field ou encore visite du Lightou ont rythmé la matinée. C'est une visite en 3 étapes qu'a rendue la présidente de région à notre territoire mi-février. Premier point de rencontre, les abords du terrain d'aviation de Mâconge, où elle s'est fait présenter le projet et les enjeux du parc photovoltaïque porté par la communauté de communes, le CICECO, la région et Enedis. Nous souhaitons vraiment que ce projet s'intègre dans cette boucle locale et avoir un outil de production pour les collectivités. Pour nous, acheter l'électricité produite localement par des énergies renouvelables et peut-être demain la revendre au conseil régional pour ses lycées ou voilà. Après avoir parcouru quelques kilomètres, la délégation a été accueillie par M. Samy Julian, créateur de la plateforme Nutrition Santé Performance, pour la visite de Lab2Field, laboratoire de recherche sur la nutrition animale et leader mondial dans son domaine. Nous reviendrons plus en détail sur ce fleuron de notre territoire dans un prochain journal. Dernière étape de la matinée pour Madame Dufay, le village de Mont-Saint-Jean pour découvrir le Lightou, café associatif géré par l'association La Coudée, qui a bénéficié d'aide de la région pour l'aménagement durable d'une salle d'activité. Une présidente de région qui, à l'entendre, n'a pas regretté sa venue dans notre territoire. Venir ici, au cœur de cette commune de Pouilly, pour découvrir à la fois des initiatives formidables d'habitants pour maintenir du lien social dans un petit village d'à peine 300 habitants, mais où on trouve non seulement un café avec des producteurs locaux, mais aussi des animations, du théâtre, du jazz. Et puis à quelques kilomètres de là, un centre de recherche à vocation mondiale sur l'alimentation et la santé. Moi, j'en reviens pas. Et puis, j'avais commencé ma matinée avec le futur projet de parc photovoltaïque. C'est vraiment au contact de ces initiatives communales, politiques, effectivement, que le monde de demain se prépare. Donc, c'est très, très réjouissant, c'est très réconfortant. Moi, je suis vraiment très heureuse. Nous avons besoin de vous. Que vous soyez amateur ou novice en audiovisuel, si vous disposez d'un smartphone, alors devenez l'ambassadeur de votre village. Témoin d'un événement, d'une manifestation ou encore d'un fait divers, envoyez-nous vos vidéos et nous les ferons apparaître dans la rubrique Vue par vous. Au sommaire de cette première rubrique, le carnaval de Brigny, les 80 ans du massacre des maquisards à Lusigny et la Saint-Patrick à Vandenesse-en-Auxois.
Et pour terminer, un hommage à Martine Seguin qui s'est éteinte en cette fin d'année 2023. Elle était maire d'Anteuil depuis 2014. Yves Courteau, président de la communauté de communes, salue une personne qui a su mettre toute son énergie au service de ses administrés. Je m'appelle Martine Seguin, je suis retraitée depuis 2013. J'ai fait un mandat de conseillère municipale et maire depuis 2014. Le village d'Anteuil a une population de 62 habitants au recensement de 2019. La commune est située dans l'axe de la RD 115 qui va de Vevey-sur-Ouche et qui monte sur Nuit-Saint-Georges et Beaune, 1028 hectares, dont 450 hectares de bois. Comme ressources, nous avons les impôts locaux, les dotations de l'État, les ventes de bois, la société de chasse, un artisan en mécanique agricole. Nous avons aussi un logement communal qui est situé au-dessus de l'ancienne école. Il y avait une école à Anteuil qui a fermé dans les années 1965. Personne ne voulait se mettre en tant que maire. Comme je suis native d'Anteuil, j'ai éprouvé le besoin d'être maire. Au début, c'est un petit peu difficile quand même, hein, mais finalement, c'est enrichissant, c'est bien. Ça m'a peut-être fait quand même du bien au point de vue contact. Le ruisseau s'appelle le Bel Affreux. Et pourquoi? Quand il fait bon, il est calme, et quand il fait mauvais, il peut inonder les terrains alentours. En conclusion, le village est un village attractif de par son calme. Cette année, en raison de la canicule, beaucoup de personnes sont venues chercher la fraîcheur dans notre forêt et à la grotte.